Une ambulancière s'est émue en tentant de sauver une personne déjà décédée. Je me souviens d'avoir pris en charge. Désolé. J'ai pris la petite fille dans mes bras. Elle était molle et froide. Désolé. Bienvenue ou bon retour. Je suis Cassie et voici Un monde cruel. L'histoire que j'ai à vous raconter aujourd'hui concerne une petite fille qui, malgré le fait d'être née en prison d'une mère abusive, avait tout de même beaucoup de personnes qui l'aimaient. Mais malheureusement, aucun d'entre eux ne pouvait faire plus que ce qu'il faisait déjà pour essayer de lui sauver la vie. Ceci est l'histoire de Liliana Wright. Liliana Wright est née le 22 janvier 2012 à Galveston, au Texas. Elle est née dans l'hôpital d'une prison où sa mère, Jerry Quezada, purgeait une peine de 6 ans pour une condamnation pour cambriolage. Le père de Liliana est Brian Maker. Liliana était une fillette douce, joyeuse et drôle, au rire contagieux. Elle adorait chanter, danser, et elle aimait aussi jouer avec les poules que ses grands-parents élevaient dans leur jardin. La chanson préférée de la petite fille était « 10 petits singes sautant sur le lit ». À seulement 2 jours, Liliana a été confiée à ses grands-parents paternels, Elise et Craig Clackley. Son père, pour une raison quelconque, ne pouvait pas s'occuper d'elle à ce moment-là. Et comme sa mère était toujours en prison, les Clackley avaient pris l'initiative d'élever Liliana. Elle avait un foyer merveilleux où elle était heureuse. Liliana était traitée plus comme une fille que comme une petite fille. Lorsque Liliana était sous la garde de ses grands-parents, ils l'emmenaient parfois à la prison pour visiter sa mère. Les Clackley donnaient aussi de l'argent à Jerry pendant qu'elle était en prison afin qu'elle puisse acheter des choses à la cantine. Rappelez-vous, ce n'étaient même pas ses parents, c'étaient les parents du père de Liliana et ils lui donnaient quand même de l'argent. Les Clackley semblaient être des gens très gentils et attentionnés et Liliana avait de la chance d'avoir un foyer chez eux. Mais hélas, cela ne dura guère. En décembre 2013, lorsque Liliana avait 2 ans, sa mère a été libérée de prison en liberté conditionnelle, plus tôt que prévu. C'est à ce moment qu'elle a récupéré la garde de Liliana. Jerry était une criminelle condamnée et toxicomane. Ses enfants plus âgés lui avaient été retirés et elle n'en avait pas eu la garde depuis des années. Ils habitent désormais tous avec leur père. Jerry avait également été arrêté en 2007 dans l'Illinois pour violences domestiques. Cela a poussé les services de protection de l'enfance à ouvrir un dossier pour abus et négligence. Puis, en 2008, Jerry a été arrêtée pour conduite avec un contenant d'alcool ouvert. La même année, elle serait également arrêtée pour possession de drogue. 2 ans plus tard, un juge de l'Illinois lui retirerait la garde de ses enfants. Et en 2010, elle avait été arrêtée pour un cambriolage qualifié, la même accusation pour laquelle elle purgeait une peine lorsque Liliana est née. Peu de temps après que Jerry soit sortie de prison et ait obtenu la garde de Liliana, elle est de nouveau tombée enceinte et a donné naissance à un autre enfant en octobre 2014. Parce que tu sais, si tu n'es pas capable de t'occuper de tes autres enfants, il suffit d'en avoir d'autres. Voilà la solution. Durant les 6 premiers mois après son retour chez sa mère, Liliana rendait encore parfois visite à ses grands-parents. Elle était heureuse là-bas. Mais quand il était temps de retourner chez sa mère, elle faisait des crises. Et après 5 ou 6 mois, ses visites chez ses grands-parents devenaient de plus en plus rares. Le 20 octobre 2014, les services de protection de l'enfance ont reçu un signalement concernant le petit frère de Liliana. Le signalement soulevait des inquiétudes car le bébé de 6 jours était né avec des traces de drogue, sa mère ayant consommé de la méthamphétamine pendant sa grossesse. Puis, le 9 novembre 2014, les services de protection de l'enfance ont reçu un autre signalement concernant Liliana et son petit frère. Jerry a été arrêté lors d'un contrôle routier car il était en possession de méthamphétamine. À ce moment-là, Liliana l'accompagnait en voiture. Liliana avait été placée en garde d'urgence, puis plus tard confiée au petit ami de Jerry à l'époque, qui était aussi le père du petit frère de Liliana.
Ce petit ami était aussi un criminel condamné qui avait un mauvais caractère et, selon les dires, frappait Jerry ainsi que sa propre mère. Bravo, c'est une chance. Liliana et son frère ne sont cependant pas restés longtemps sous sa garde, car quelques jours plus tard, on a découvert qu'il vivait chez la famille paternelle du petit frère, parce que son père avait en fait été incarcéré pour des accusations d'agression sexuelle juste quelques jours après Jerry. Quelques semaines plus tard, Liliana retournerait vivre chez ses grands-parents paternels, les Clacky. À ce moment-là, ils ont déposé une déclaration sous serment pour tenter d'obtenir la garde de la petite fille, sachant qu'elle était dans une mauvaise situation chez sa mère. Dans cette déclaration sous serment, Élise, la grand-mère de Liliana, a écrit « L'état émotionnel de Liliana n'est pas bon et elle doit être mise à l'abri du danger. Je prie pour que le tribunal protège notre petite fille de cette épreuve et de ce qu'elle affronte. » Elle mentionnerait également que Jerry consommait de la drogue en présence des 2 enfants. Mais malgré la déclaration sous serment d'Elisa soulevant ses préoccupations, son avocate lui a conseillé de parvenir à un accord avec Jerry en dehors du tribunal. Pour une raison quelconque, il lui a dit que si elle entrait dans cette salle d'audience, elle risquait probablement de tout perdre. Alors, le croyant et pensant qu'elle ne reverrait peut-être jamais sa petite fille, Élise a accepté cela. Et depuis la prison, Jerry a signé des documents qui accorderaient aux Clacky des droits de visite avec Liliana. Selon cet accord, les Clacky devaient avoir Liliana le 1er et le 3e samedi de chaque mois. Même si c'est plus qu'ils ne la voyaient probablement auparavant, c'est un peu une gifle pour eux puisqu'ils demandaient la garde complète et qu'ils ne peuvent finalement la voir que 2 jours par mois. Donc, comme cela a été réglé en dehors du tribunal, le juge n'a jamais vu ni entendu l'affaire, n'a jamais vu l'affidavit et n'était pas au courant des antécédents de la direction de la protection de l'enfance avec Jerry. Mais le juge approuverait quand même l'accord. Oui, sans connaître aucun de ces détails très importants. En octobre 2014, 2 mois avant l'audience prévue, les services de protection de l'enfance avaient déjà un rapport indiquant que le petit demi-frère de Liliana était né avec des drogues dans son organisme. Lors de l'enquête, la mère des enfants a été testée positive à un test de dépistage de drogue. Malgré toutes ces preuves, l'avocate de CLAKELE n'a déposé aucun document à l'appui de VANT, le tribunal pour soutenir la déclaration sous serment de sa cliente. Même si le AFFIDAVIT de ELISA CLAKELEIS exprimait ses inquiétudes S, son avocate lui a conseillé de parvenir à un accord en dehors de la salle d'audience en Conseil d'État de HADDOCK. Il a dit « Elisa, si tu entres dans sa salle d'audience, ou pour reprendre ses mots exacts, tu vas tout perdre. » Ses avocates avaient peur, si vous voulez, d'entrer dans sa salle d'audience. Les 2 parties ont accepté de confier la garde à la mère de Liliana et de garantir les droits de visite des Clacky. En conséquence, la juge a approuvé l'accord sans avoir entendu l'affaire. L'avocat des Clacky, Gregory Houseworth, a refusé de nous expliquer pourquoi il a conseillé à Clacky de ne pas se présenter devant la juge ad hoc. Clacky a porté plainte contre Houseworth auprès du barreau du Texas. Elle croit qu'une audience dans cette affaire aurait pu sauver la vie de Liliana. Chaque fois qu'un enfant est blessé, c'est frustrant et déchirant. La juge ad hoc a été nommée par le juge William Harris. En avril dernier, 1 mois après le décès de Liliana, le juge Harris a indiqué qu'il n'existait aucun document judiciaire sur l'implication des services de protection de l'enfance, ce qui pourrait expliquer pourquoi des informations cruciales n'ont pas été divulguées. Il semble bien qu'il aurait dû y avoir une audience dans cette affaire. Il semble bien que le tribunal aurait dû recevoir des preuves concernant la mère et sa situation. Et je pense que c'est tragique que le tribunal n'ait jamais été autorisé à entendre ces preuves. Donc, l'accusation de méthamphétamine pour laquelle Jerry avait été arrêté en novembre ne lui a finalement coûté que quelques semaines de prison. Quand elle est sortie, elle est allée vivre chez sa mère et elle a récupéré la garde de Liliana. Après la libération de Jerry, les Clacky continuaient à voir leur petite fille 2 fois par mois, selon leur accord judiciaire. Et le personnel du direction de la protection de l'enfance commencerait à rendre visite chaque mois au domicile de Liliana et de son petit frère. Puis, le 23 février 2015, la grand-mère de Liliana exprima ses inquiétudes à un membre du personnel du direction de la protection de l'enfance, disant que Liliana était venue lui rendre visite avec des bleus sur le visage et une lèvre fendue. En réponse à cela, une assistante sociale a parlé à Liliana au téléphone et à ce moment-là, elle leur a dit que Jerry l'avait frappée au visage et sur les lèvres. Des photos de ces blessures ont été fournies au personnel du centre de protection de l'enfance et le lendemain, une intervenante s'est rendue chez la mère de Jerry où Liliana vivait
pour vérifier la situation. À ce moment-là, Liliana a de nouveau dit à l'assistante sociale qu'elle avait été giflée par sa mère, mais Jerry ainsi que sa mère ont nié qu'il y ait eu des violences physiques envers la petite fille. Ils ont tous les deux dit que Liliana était très maladroite et qu'elle se cognait toujours partout. Et lors d'un autre entretien, Liliana a dit aux membres du personnel du Direction de la protection de l'enfance qu'en réalité, elle s'était simplement cognée contre un mur et que c'est comme ça qu'elle s'était blessée à la lèvre. Bien sûr, elle avait probablement été préparée parce que, comme je l'ai dit, cet entretien a eu lieu plus tard. Donc sa mère lui a probablement dit de ne pas dire que c'était elle et sa réponse a changé. L'enquête a finalement été close le 3 avril 2015 et tout abus a été écarté. Donc, même si elle avait nié toute forme de maltraitance physique envers Liliana à la maison, la mère de Jerry, Adeline Carr, disait à quel point Liliana était timide et craintive. Elle disait que sa petite fille était calme et timide et qu'elle préférait fixer et montrer du doigt les choses plutôt que de les demander verbalement. Elle avait aussi peur des bruits forts et soudains et Liliana ne quittait pas sa chambre tant qu'on ne lui en avait pas donné la permission. Donc, en septembre 2015, Jerry et ses 2 enfants, dont elle avait toujours la garde à ce moment-là pour une raison quelconque, ont emménagé avec son nouveau petit ami, Charles Pfeiffer. Ils emménageraient dans la maison de la grand-mère défunte de Jerry à Grand Prairie. Le couple et les enfants ont vécu ensemble pendant plusieurs mois avant que Jerry et les enfants ne retournent chez sa mère, Adeline. Et même s'ils ne vivaient plus ensemble, Jerry continuait à rendre visite à Charles et restait là-bas pour qu'ils puissent consommer de l'héroïne ensemble. Donc, Charles est aussi un type formidable. Les services de protection de l'enfance avaient déjà été en contact avec Charles auparavant. Cela comprend des antécédents du Nouveau-Mexique et du Texas. Des allégations avaient été portées contre lui en 2003 et en 2005 pour supervision négligente ainsi que pour abus physiques en raison de violences domestiques. Ces allégations se sont finalement révélées non fondées. Charles avait également vu sa fille lui être retirée par les services de protection de l'enfance en 2011 et elle avait ensuite été adoptée. En plus de tout cela, il avait également des antécédents d'abus de différentes drogues. À cette époque, c'était l'héroïne. En janvier 2016, les services de protection de l'enfance ont reçu un nouveau signalement alléguant qu'il y avait possiblement des abus physiques et sexuels dans la maison, ainsi que de la négligence de la part de Jerry. Un autre membre de la famille non nommé était désigné comme l'auteur des abus sexuels. Le personnel de la Direction de la protection de l'enfance a essayé de contacter la famille à maintes reprises jusqu'à ce qu'ils réussissent enfin le 9 février 2016. Et à ce moment-là, Jerry a nié qu'il y avait le moindre abus. Bien sûr, mais lors de cette visite, on a observé que Liliana avait un bleu violet sous l'œil gauche et un autre bleu plus ancien sur l'œil droit. Elle avait aussi un vieux bleu sur la main. Jerry disait que le bleu en train de guérir sur l'œil de Liliana datait d'il y a 1 an quand elle s'était cognée contre une table. Elle disait que la couleur était restée la même tout ce temps. Le bleu sur l'autre œil, disait-elle, venait d'une chute après une crise de colère. Et le bleu sur sa main, selon elle, était survenu lorsqu'une amie la gardait, amie qui s'avérerait être Charles. Cette amie avait frappé Liliana sur la main. Interrogée, Liliana a dit ne pas se souvenir de l'origine des bleus. Cependant, elle a accusé à ce moment-là un autre membre de la famille d'agression sexuelle sur elle. Jerry a reçu pour instruction d'empêcher tout contact entre Liliana et le membre de la famille qui l'aurait agressée sexuellement, et elle ne devait pas non plus avoir de contact avec l'ami qui lui avait fait le bleu sur la main. À cela, Jerry a accepté, mais elle n'a en réalité pas respecté cet accord. Suite à de nouvelles inquiétudes concernant des abus au foyer, le 17 février 2016, les services de protection de l'enfance ont déposé une déclaration sous serment indiquant qu'il était probable que les enfants soient retirés du domicile. Mais cela n'arriverait jamais, et les tentatives pour contacter la famille échoueraient. Puis, le 13 mars 2016, la Direction de la protection de l'enfance recevrait leur dernier rapport concernant Liliana. Il s'agirait de sa mort. La police de Grand Prairie avait été appelée pour répondre à une urgence médicale peu après minuit au domicile de la grand-mère de Jerry, qui se trouvait dans le bloc 22 de la 14e rue. C'est là que Liliana avait été confiée à Charles. À l'arrivée des premiers intervenants, ils ont constaté que Liliana, 4 ans, ne respirait plus. Son visage était couvert d'ecchymose à 75%.
L'un de ses yeux était tellement enflé qu'elle ne pouvait probablement pas voir avec. Et il y avait des marques de ligature sur ses poignets. La petite fille était froide et molle. Jerry a tenté de faire croire aux secouristes qu'elle avait simplement glissé dans la douche. C'était la seule chose qui s'était passée. Elle a ensuite demandé si elle pouvait accompagner sa fille en ambulance à l'hôpital. Mais ils lui ont dit non, qu'elle devrait attendre les enquêteurs parce qu'elle et son petit ami devaient répondre à quelques questions. Et l'un des pompiers, qui était intervenu en premier sur les lieux, était tellement bouleversé par l'état dans lequel se trouvait Liliana qu'il n'avait même pas attendu le brancard de l'ambulance. Il avait pris la petite fille dans ses bras et l'avait portée dehors. Il a ensuite dit aux autres pompiers qu'ils devaient l'accompagner à l'hôpital et ils ont alors laissé le camion de pompiers sur place, les gyrophares allumés et les portes encore ouvertes. Liliana a été emmenée au centre médical d'Arlington. Les médecins et les infirmières des urgences ont passé 30 minutes à essayer de la réanimer, mais ils n'ont rien pu faire pour lui sauver la vie et la petite Liliana a été déclarée morte le 13 mars 2016. La police et le personnel médical étaient en larmes devant la chambre d'hôpital de Liliana. C'était absolument déchirant de voir son état. Le sergent Brad McAvoy de la police de Grand Prairie dirait que c'était la pire chose qu'il ait jamais vue infliger à un enfant. Lors de son autopsie, il serait découvert que Liliana était morte à la suite de traumatismes contondants non seulement à la tête, mais aussi à l'abdomen. En fait, elle avait été frappée ou reçu des coups de pied avec une telle force que la paroi de son ventre avait été projetée contre sa colonne vertébrale. Il y avait également des preuves d'abus sexuels. Lorsque la police est arrivée au domicile pour interroger Jerry et Charles, Jerry était en panique et à cause de son état émotionnel, elle avait du mal à répondre aux questions. Charles, quant à lui, paraissait totalement impassible. Et à ce moment-là, le couple avait confirmé que Liliana était en réalité chez une amie de l'autre côté d'une colline de chêne depuis 2 jours. Quand elle était rentrée à la maison, ils ont dit qu'elle était couverte de bleu à ce moment-là et ils pensaient que c'était à cause de la grande sœur de son amie. « Mais vous n'avez rien fait? Vous n'avez pas appelé la police? Ces bleus sont normaux ?» Ils ont ajouté qu'en rentrant chez elle, Liliana voulait prendre une douche. Durant leur douche, ils ont entendu un bruit sourd. Ils ont alors découvert que Liliana s'était effondrée sous la douche et que cela avait causé sa mort. S'il vous plaît. Après avoir raconté cette série d'événements, Jerry a demandé à parler seul à un policier. Le policier l'a emmené jusqu'à sa voiture de patrouille, puis Jerry lui a raconté ce qui était réellement arrivé à Liliana cette nuit-là. Elle lui a également dit qu'elle avait peur de Charles. Jerry a dit qu'elle avait été frustrée par sa fille dans les jours précédant la mort de Liliana parce qu'elle se comportait mal et lui répondait « Elle était aussi contrariée parce que Liliana vomissait et ne mangeait pas ». Et dans un message texte qui serait retrouvé plus tard de Jerry à Charles, elle disait qu'elle pensait que Liliana vomissait pour attirer l'attention de tout le monde. « Pardon, quoi ? De l'attention ? Pour avoir vomi à 4 ans, tu es sérieuse ?» Le vendredi 11 mars 2016, Liliana ne se sentait toujours pas bien et avait vomi dans son lit. À ce moment-là, elle avait aussi une bosse et un bleu sur le côté droit de la tête à cause d'une chute précédente. Tout au long de la journée, Jerry et Charles consommaient de l'héroïne et faisaient du mal à la petite fille parce qu'ils étaient contrariés qu'elle cherche de l'attention à cause de ses vomissements et qu'elle ne mangeait pas. Alors, ils ont décidé que pour remédier à cela, ils la frapperaient avec un bâton de bambou et une ceinture tout au long de la journée. Le lendemain, le 12 mars, Jerry est passée voir Charles et après avoir de nouveau consommé de l'héroïne avec lui, elle a dû faire quelques courses et elle a ramené son plus jeune fils chez sa mère. Cependant, elle a laissé Liliana avec Charles pendant un moment. Jerry dira qu'elle a laissé Liliana avec Charles parce que la petite fille était tellement couverte de bleu qu'elle ne pouvait pas être vue avec elle en public dans cet état. Lorsque Jerry est revenue plus tard, vers 3h30 de l'après-midi, elle avait acheté du Pédialyte pour Liliana et à ce moment-là, elle a dit que tout semblait aller bien. Liliana regardait la télévision, même si Charles l'avait forcée à rester debout comme punition pour avoir vomi. Totalement indifférente à cela, Jerry est encore allée consommer de la drogue puis a décidé qu'elle avait besoin de faire une sieste. Elle est retournée chez sa mère pour faire la sieste. Et quand elle s'est réveillée, elle a appelé Charles pour savoir comment allait Liliana.
À ce moment-là, il a dit que la petite fille allait bien. Ce soir-là, Jerry, sa fille cadette et ses parents sont allés dîner dans un steakhouse à Arlington. Après le dîner, Jerry a ramené son fils chez sa mère et l'a couché entre 9h et 9h30. Jerry est ensuite retourné là où Charles vivait pour consommer de la drogue avec lui une fois de plus. Quand elle est arrivée, ils sont allés directement dans la salle de bain et ce n'est qu'après qu'elle a demandé où était Liliana. Elle est arrivée et, ne trouvant pas sa fille, est allée consommer de la drogue sans se soucier de rien, ne pensant pas qu'il y avait un problème à ce moment-là. Je n'y crois pas. Après que Jerry ait demandé où était sa fille, Charles lui a dit qu'elle était dans le placard du salon. Et lorsque Charles a ouvert la porte de ce placard, Jerry a vu que Liliana avait les poignets attachés avec du fil électrique et qu'elle était suspendue à la tringle à vêtements avec de vieilles ceintures, l'empêchant complètement de s'asseoir. Jerry a dit qu'il y avait aussi quelque chose attaché autour de son ventre et que Liliana avait encore plus d'ecchymose sur tout le visage. Jerry a alors dit à Charles de détacher Liliana du placard, ce qu'il a fait. Ensuite, elle a conduit Liliana à la cuisine et lui a préparé un sandwich au beurre de cacahuète qu'elle a tenté de lui faire manger. Mais Liliana avait encore du mal à manger. À ce moment-là, Charles était en colère parce qu'elle ne mangeait pas et dans son esprit, elle cherchait clairement juste de l'attention. Alors il a mis une paire de gants, a attrapé Liliana par le visage et lui a versé le pédialyte dans la gorge. La petite Liliana est restée silencieusement près de sa mère jusqu'à ce qu'elle fasse soudainement un geste comme si elle allait vomir à nouveau. Elle s'est précipitée vers la salle de bain, mais en chemin, elle a fini par vomir dans la cuisine, par terre. Et bien sûr, cela a mis Charles en colère. Charles l'a alors saisie à la gorge et l'a soulevée du sol d'une seule main. Il a ensuite attrapé Liliana et l'a projetée contre la cloison sèche, laissant une marque dans le mur. Après cela, Charles a pris la petite fille, l'a jetée dans le placard et a claqué la porte. Finalement, Charles a sorti Liliana du placard, mais à ce moment-là, elle s'était urinée et avait vomi dessus, alors Jerry a décidé de lui donner une douche. Avant la douche, Jerry est allé chercher des vêtements pour Liliana et c'est à ce moment-là qu'elle a entendu Charles dans la salle de bain avec sa fille et il a crié « Prends ça !» Il est ensuite sorti de la salle de bain et Jerry a entendu Liliana s'effondrer dans la baignoire. Jerry a dit qu'à ce moment-là, elle a couru dans la salle de bain et a essayé de sécher et d'habiller Liliana, mais ensuite, elle s'est évanouie dans ses bras. Jerry a tenté un massage cardiaque sur Liliana et elle a demandé à Charles d'appeler le 911. Charles lui a crié en retour que la petite fille faisait juste semblant. Jerry a constaté qu'elle ne respirait pas et a alors décidé d'appeler le 911. Pendant l'appel au 911, Charles a dit à l'opérateur que la petite fille avait du mal à respirer. L'opérateur lui a alors donné des instructions par téléphone sur ce qu'il devait faire jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. Cependant, il ne semblait pas suivre ces instructions ni les transmettre à Jerry. Et à un moment donné, pendant l'appel au 911, Charles a même dit à l'opérateur à propos de Liliana « Elle s'est fait du mal récemment. Mais j'étais sûre. Elle a 4 ans. » Donc, après que Jerry ait dit à la police ce qui était vraiment arrivé à sa fille Liliana cette nuit-là, elle a demandé des nouvelles sur son état de santé. Et la détective l'a informé à ce moment-là que Liliana était décédée. Au cours d'entretiens supplémentaires séculaires avec la police, Jerry a admis qu'elle avait déjà donné des coups de pied à Liliana, ainsi que des coups dans la poitrine, des claques sur la bouche, qu'elle l'avait frappée avec une ceinture et avec une baguette de bambou comme punition parce qu'elle ne mangeait pas. Jerry Guzada, 30 ans, a été arrêté et inculpé pour blessure criminelle sur un enfant. Sa caution s'élève à 500 000 $. Peu après, Charles Pfeiffer a aussi été arrêté et détenu pour la même raison. Sa caution a cependant été fixée à $1 million. Et le petit frère de Liliana a été placé en famille d'accueil après l'arrestation de sa mère Jerry. En 2016, alors qu'il attendait son procès, Charles Pfeiffer, contre l'avis de son avocat, a accordé une interview. Et honnêtement, c'est un peu risible, parce que c'est clairement n'importe quoi. Dans cette interview, Charles a affirmé qu'il n'avait pas tué Liliana et que tous ceux qui le connaissaient savaient qu'il n'en serait pas capable. Il a aussi dit qu'elle était sa petite copine et qu'il l'aimait comme sa propre fille. Il a également dit qu'elle lui manque chaque jour. Charles a poursuivi
en disant que pendant la période où lui et Jerry avaient presque vécu ensemble, il avait vu Jerry frapper la petite fille à 2 reprises. Il a dit que la petite fille avait peur de sa mère et qu'elle faisait toujours ce qu'on lui demandait par crainte. Et il a dit que s'il disait quoi que ce soit, Jerry lui disait de s'occuper de ses affaires. Charles essayait aussi de se donner un air attentionné et disait qu'il avait été en contact avec les Clackeys parce qu'il essayait de leur faire récupérer la garde de Liliana. Cependant, il n'a pas avoué à Jerry qu'il agissait ainsi par peur des conséquences. Au minimum, il disait qu'il perdrait son logement. Donc je crois qu'environ 5% de ce que je viens de dire est véridique. Si tant est que ce soit le cas. En juillet 2017, Jerry Quezada a plaidé coupable de blessures criminelles sur un enfant dans le cadre d'un accord de plaidoyer. Selon l'accord, elle devrait témoigner contre Charles à son procès. Jerry a ensuite été condamnée à 50 ans de prison. Elle dirait avoir accepté l'accord de plaidoyer pour que sa fille obtienne justice. Elle dit « Je sais où j'ai fait une erreur, mais je ne suis pas la seule à l'avoir fait ». Charles Pfeiffer, 36 ans, allait être jugé en octobre 2018. Il avait été inculpé pour blessures criminelles sur un enfant, puis un grand jury a ajouté une accusation de meurtre capital. L'État ferait témoigner Jerry, la mère de Jerry, les premiers intervenants, les détectives et les professionnels de la santé lors de son procès. Charles, cependant, n'a pas témoigné en sa propre faveur et son avocate n'a appelé aucun témoin. À la place, leur stratégie consistait à attaquer la crédibilité du témoignage de Jerry contre Charles. Les procureurs ont présenté au tribunal des preuves acides désoxyribonucléiques qui avaient été recueillies et l'acide désoxyribonucléique de Liliana avait été retrouvé sous les ongles de Charles. Son acide désoxyribonucléique a également été retrouvé sur un gant que Jerry avait dit avoir utilisé pour torturer la petite fille. Et son acide désoxyribonucléique avait été retrouvé sur le mur fissuré contre lequel Jerry a témoigné que Charles avait jeté la petite fille. Lorsque des photos de Liliana, toutes noircies et couvertes de bleu, ont été montrées aux jurés, elles les ont clairement bouleversées. Les jurés avaient vu des photos des marques sur ses poignets et des traces de fouet sur son dos. Un médecin légiste a déclaré que Liliana avait subi au moins 12 coups, peut-être même plus, avec des blessures qui se chevauchaient. Jerry Quezada allait également témoigner au tribunal selon son accord de plaidoyer. Toutefois, elle reconnaîtrait être sous l'emprise de l'héroïne la plupart du temps. Les avocats de Charles ont donc pu souligner de multiples incohérences dans son témoignage. L'avocat de Charles soutiendrait que Jerry essayait seulement de se sauver en accusant son client de la mort de sa fille. Eh bien oui, elle a accepté un accord de plaidoyer. Bien sûr qu'elle essaie de se sauver, ça paraît évident. Mais l'accusation soutiendrait que même si Charles et Jerry étaient tous les deux responsables de la mort de Liliana, Charles avait été celui qui était resté à la maison presque toute la journée avec elle. Et la version de Jerry sur ce qui était arrivé à Liliana dans les 48 heures précédant sa mort avait déjà été corroborée par les relevés téléphoniques, les témoignages oculaires et les reçus. Les relevés montraient que Jerry était absente de la maison pendant la majeure partie de la journée, mais comme nous le savons, elle était à la maison au moment où Liliana est morte, donc qui sait si elle a réellement participé au meurtre ou non. Avant la condamnation de Charles, Brian Maker, le père biologique de Liliana, a lu sa déclaration d'impact sur la victime. Dans celle-ci, il se souvenait que la dernière fois qu'il avait vu sa fille, il l'avait emmenée voir le Père Noël. Il a dit que Liliana était heureuse jusqu'à ce qu'elle revoie sa mère. Il dira à Jerry au tribunal « Au moment où elle a vu ton véhicule ce jour-là, elle a hurlé, pleuré et m'a supplié de ne pas la renvoyer vers toi. Tu aurais dû me la laisser. » Brian révèle qu'il fait toujours des cauchemars sur sa fille avec le son de la terreur dans sa voix. Il a dit que sa petite fille était aimée par tant d'autres et il regrette que la tentative de ses parents d'obtenir la garde n'ait pas abouti avant sa mort. À la fin de son procès, en octobre 2018, un jury a déclaré Charles Pfeiffer coupable de meurtre avec préméditation. Il a été condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Cependant, pour une raison inconnue, le procureur n'a pas requis la peine capitale. Et le juge s'est adressé à Charles en prononçant sa sentence. Il a dit à Charles que cette affaire était la pire qu'il ait jamais vue et que la prison à vie semblait insuffisante. Le juge a poursuivi en disant « Pendre une petite fille dans un placard, c'est barbare. Tu devrais mourir dans un placard fermé à clé. Si le Texas en avait un. Malheureusement, ils n'en ont pas pour toi. Mon genre d'homme,
Cependant, après qu'il ait dit cela, la commission d'éthique judiciaire de l'État a réprimandé le juge, déclarant que les commentaires qu'il avait faits à Charles Pfeiffer étaient indignes et discourtois. Donc bien sûr, la mort de Leiliana a suscité l'indignation du public et a entraîné une enquête ainsi que des changements au sein des services de protection de l'enfance. L'agence a reconnu que le système était surchargé, ce qui a amené les travailleurs sociaux à négliger un schéma de maltraitance. Compte tenu de cela, quelques jours après la mort de Leiliana, l'assistante sociale et la superviseuse qui avaient travaillé sur son dossier ont été licenciées et l'une des enquêtrices droit spécial a démissionné. La cérémonie commémorative de Leiliana Wright s'est tenue le 22 mars 2016 à la maison funéraire Bin Macy Burge, suivie de son incinération. Puis, le 10 avril 2016, plus de 60 personnes se sont réunies pour une veillée aux chandelles au parc commémoratif Catherine Rose à Mansfield, au Texas, pour se souvenir de Leiliana Wright. Lors de la veillée, sa grand-mère Eliza Clackley a déclaré espérer y trouver l'élan pour poursuivre son combat. De nombreux membres de la famille et amis de Leiliana présents à la veillée portaient des t-shirts jaune vif sur lesquels on pouvait lire « Justice pour Leiliana ». Eh bien, merci d'avoir écouté toute l'histoire de Leiliana aujourd'hui. Cette petite fille a été tellement battue, mais c'est encore une autre histoire où les services de protection de l'enfance ont ignoré tous les signaux d'alerte et ensuite il était trop tard. Tout ce que Leiliana voulait, c'était de l'amour. Et il y avait d'autres personnes autour d'elle qui l'aimaient et prenaient soin d'elle, mais elles n'ont jamais eu l'occasion de le faire. À la place, la petite Leiliana a été forcée de vivre dans une maison pleine de drogue. La colère et la violence, cela n'aurait jamais dû arriver. Donc, si tu aimes les histoires criminelles et que tu veux les entendre racontées par moi, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le bouton ci-dessous et d'activer les notifications pour savoir quand je publie une nouvelle vidéo, ce qui arrive 2 à 3 fois par semaine. Merci d'avoir regardé Un Monde Maléfique. Prenez soin de vous, à la prochaine. Merci d'être des mécènes d'Un Monde Maléfique. Adina, Ali, Ami, Angela, Angie, Béatrice, Carrie, Catherine, Daniel D, Daniel H, Drew, Franck, Anna Rama, Anna, Cara, Laurie, Linda, Marion, Mary, Mel, Melissa, MG, Kelly, Neoma, Power 31312, Ray, Shaina, Cheyenne, Stéphanie, Suzanne, Tammy B et Tammy S. Vous êtes géniaux. Il y a désormais plus de contenu Un Monde Maléfique sur Patreon. Vous aurez accès à des vidéos exclusives chaque mois et bien plus encore. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société liées à chaque affaire. Alors allez voir sur patreon.com/@wickedworld ou utilisez l'application Patreon.